on n'oublie pas que tu es une militante de la première intifada. Et c'est important que tu puisses nous donner ton analyse comme tu l'avais prévu ce soir. Ouais. Alors, donc, je veux peut-être faire parler, parce que quand même José m'avait demandé il y a un moment donné, de parler de mon expérience pendant la première intifada. C'est pour vous mettre en fait, pour vous expliquer, parce que dans les têtes de gens, intifada c'est juste la révolte des pierres, c'est comme ça que pas mal de gens l'ont identifié. Et qu'est-ce que ça veut dire intifada en arabe? En fait c'est le soulèvement, un soulèvement populaire. Pourquoi je voudrais parler de ça? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même des points communs avec ce qui s'est passé pendant la première intifada. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les jeunes qui se soulèvent, qui font un parallèle aussi, qui s'identifient, même s'ils étaient, la plupart d'eux, ils n'étaient pas encore nés. À l'époque, en 87, quand même, une génération, on ne se rajeunit pas, mais bon. Alors, donc, la première intifada, en fait, s'était passée, si vous vous rappelez bien, ça a éclaté au mois de décembre 1987. Et c'est passé presque comme cette fois, c'est-à-dire qu'il y avait un accident. Là, cette fois, c'était parce que la mosquée Al-Aqsa a été attaquée. Comme la deuxième intifada, c'était à cause de ça aussi. C'était l'étincelle qui a éclaté l'événement. La première intifada, c'était un accident. C'est pas un accident, c'était en fait les soldats qui ont tiré sur 4 travailleurs palestiniens du camp de Jabalia. Il s'appelait Mohamed, là, qui est là, de Jabalia, voilà. Il n'était pas encore né. Donc les 4 travailleurs qui ont perdu leur vie, c'était l'étincelle qui a éclaté l'intifada, qui a continué quand même pendant 5 ans. Et c'est pas parce que les gens attendaient ça, en fait, c'est parce que la pression, c'est comme une cocotte, hein, c'est les dernières minutes, ça explose. Et c'était le cas. Il y avait quand même une politique israélienne colonialiste qui a rendu la vie insupportable, la vie de gens, la vie de jeunes. À l'époque, moi, j'étais encore à l'université. J'étais au bout de ma 4e année. Et après cet accident, voilà, cette tuerie, en fait, voilà, ce massacre de 4 travailleurs, a éclaté les manifestations partout. Et ces manifestations qui ont commencé à Gaza, et après se retendues en Cisjordanie, ça a été organisé tout de suite par ce qu'on a appelé la direction unifiée, la direction palestinienne unifiée, qui étaient des représentants des organisations politiques membres de l'OLP. Il faut rappeler qu'à cette époque, c'était avant Oslo, donc Israël n'a jamais reconnu l'OLP, elle est considérée comme organisation terroriste. Et donc les organisations palestiniennes dans les territoires occupés, elles étaient interdites et chaque personne a été suspectée d'être membre d'une organisation et elle était arrêtée tout de suite. Et les gens ont été condamnés à prison pour rien. En fait. C'est juste simple appartenance à une organisation de résistance. Donc,
ces organisations-là, ils se sont rassemblés dans la direction unifiée, et la première déclaration, le premier appel a été faite presque, si je me souviens, une semaine après le commencement des manifestations. Donc c'était tout de suite organisé. Il n'y avait pas que les manifestations, c'était des mobilisations de base, des organisations, des activités qui s'organisaient partout, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans les camps de réfugiés. Tout de suite, dans chaque ville, il y avait la direction unifiée qui regroupait, c'était au niveau national, qui était secrète, que personne ne savait qui c'était ces gens. Et dans chaque ville ou chaque village, il y a quand même des petits comités qui recevaient, comment dire, que la direction nationale a donne à chaque semaine les directives, et après à chaque comité ou chaque quartier a appliqué le programme d'activité selon les possibilités et les ressources qui existent. Donc, il y avait quand même l'organisation et la constitution des comités populaires qui se trouvaient dans presque chaque quartier, dans les camps, dans les villages. Et ces comités étaient responsables de gérer ou autogérer la vie quotidienne des gens. Les écoles ont été fermées, donc on n'est pas laissé les enfants et les élèves sans éducation. Tout de suite, les enseignants, les étudiants des facs, ils sont mis tout de suite pour donner des cours aux élèves à domicile ou dans des quartiers. Se trouvait si un local d'un centre culturel ou une association des femmes ou une association de jeunes. Et des fois, l'armée venait attaquer ces lieux. Donc, la plupart du temps, c'est passé dans les domiciles, chez les gens. Donc ça, c'est concerné l'éducation. Même nous, à l'époque, quand j'étais dans ma 4e année, on a pu quand même avoir accès aux cours avec des professeurs qui nous recevaient chez eux. Donc on se trouvait dans de petits groupes pour avoir le cours et pour ne pas aussi attirer le suspect de l'armée. Et le comité populaire aussi était responsable de gérer la solidarité envers les familles des martyrs, les blessés, les prisonniers. Donc on collectait de l'argent, on collectait par exemple des fois des vêtements, des aliments, des alimentations, pardon, et aller donner aux gens qui ont besoin. Parce qu'à l'époque, quand même, il y avait quand même la solidarité de la société, la solidarité familiale aussi. C'est pas comme maintenant, parce que l'argent a pourri toute la société, voilà, même nous. Voilà, et puis aussi le comité populaire était responsable aussi des fois de planter des légumes et des fruits dans des terrains qui n'étaient pas utilisés. Moi je me rappelle dans le quartier où j'habitais, il y avait un terrain qui était vide et les propriétaires ils n'habitaient pas là, ils étaient aux États-Unis. Donc on s'est réunis tout le monde et on s'est dit on va pas laisser ça comme ça, on va tous aller planter. Des femmes et des hommes, des jeunes, même des enfants se sont mobilisés pour faire ça. Et à la fin, c'était en fait une sorte de coopérative. Voilà, tout le monde participait et tout le monde a eu quand même le droit à avoir des récoltes quelques mois plus tard. Le comité populaire aussi était organisé pour aussi des fois organiser des événements dans les quartiers ou dans les villages, là où les gens ne peuvent pas, par exemple, parce qu'à cause du couvre-feu,
des couvre-feux qui étaient en permanence, en continuité. Ça aussi, par exemple, les gens qui avaient besoin, je sais pas, de médicaments, par exemple, ne peuvent pas aller chercher des médicaments parce que tout le monde est interdit de sortir. Donc c'était notre rôle, chacun à son tour, pour aller chercher discrètement, prendre les routes impossibles pour détourner l'attirance de soldats. Et même chez les voisins, il y a quoi? Il y a des gens qui habitaient quelques mètres ça, des fois les soldats venaient pour nous interdire de circuler. Et eux aussi, des fois, amenaient des malades. Voilà, si quelqu'un a une voiture, ils prennent le risque pour ramener un malade pour aller à l'hôpital. Donc c'était l'organisation comme ça. Et des fois, on faisait des conférences pour parler d'un sujet qui concerne la vie du quartier ou la vie d'un village. Voilà, donc c'est en fait les comités populaires, c'était un très bon exemple, très bonne initiative qui a gardé dans l'esprit jusqu'à maintenant. Cette expérience était très riche. Et tout le monde est participé, il n'y a pas que les gens qui appartenaient aux organisations politiques, non, c'était tous les quartiers qui étaient engagés là-dessus. Et ça, c'est au nouveau quartier. Et après, si on avait quand même des organisations, des associations des femmes ou des associations de jeunes, je vais peut-être parler plus de femmes parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Les associations des femmes étaient quand même jouaient un rôle très important, pas seulement parce qu'on organisait des manifs en général pour tout le monde, mais en même temps on faisait des fois des manifs seulement des femmes. C'était aussi un moyen pour réduire la répression de l'armée. Donc c'était peut-être que contre les femmes c'était moins dur, mais c'était pas le cas bien sûr. Parce qu'il y a des femmes qui étaient tuées, des femmes qui étaient prisonnières et des femmes blessées aussi. Mais les femmes, elles étaient là, surtout, je me rappelle, les femmes, les vieilles femmes, les femmes âgées qui étaient aussi dans les manifs, qui étaient là pour protéger les jeunes quand l'armée intervient pour tabasser ou essayer d'arrêter un des jeunes. Les femmes étaient là, se présentaient, se opposaient comme une chaîne humaine. Ils ont été tabassés par les soldats, on les a amenés toujours, ils sont terminés dans les hôpitaux pour être soignés parce qu'il y a un problème de dos, ils étaient tabassés sur le dos ou sur les jambes. Et en même temps aussi, les femmes étaient responsables ou ils ont fait des actions pour soutenir les prisonniers. C'est-à-dire, on organisait des sit-ins dans les locaux de Croix-Rouge ou des organismes, c'était surtout la Croix-Rouge, pour demander la libération des prisonniers et aussi pour demander l'intervention de Croix-Rouge pour permettre aux familles d'aller voir leurs enfants en prison, parce que ça aussi c'était un moyen de pression de l'occupation contre les prisonniers et contre leurs familles, qu'on les déprive de leur droit de visite. Donc il y a certains prisonniers, je veux dire, il y a des centaines de prisonniers qui n'ont pas eu le droit d'avoir des visites familiales pendant des années. Donc du coup, moi je voudrais vous parler de deux femmes que je connaissais. Il y en a une que je connaissais bien et l'autre était à Gaza. Je ne sais pas si Mohamed tu la connais, elle était connue, Jaber Wishah. Oui, Jaber Wishah. Jaber Wishah était un prisonnier, il était militant au FPLP. Et lui faisait partie. En fait, voilà. Sa mère avait le droit de lui rendre visite. Mais il avait des camarades qui n'avaient pas ce droit-là. Donc, en fait, Jaber, tous
toutes les semaines, à chaque fois, des fois, elle n'allait pas voir son fils, elle allait voir d'autres. Parce que leurs parents n'ont pas le droit d'aller leur rendre visite. Donc du coup, elle a fait un réseau autour d'elle. Et puis, elle était connue par presque tous les prisonniers à Gaza. Même en Cisjordanie, les gens la connaissaient. Et son fils est sorti de prison, mais elle a continué à faire ça. C'est ça les femmes palestiniennes. Et elle visitait tout le monde, pas seulement les camarades de FDLP, non, elle visitait des gens du Parti communiste, des gens de Fatah, des autres qui appartenaient pas aux autres organisations. Elle ne voyait pas la différence. Tout le monde pour elle, c'était des Palestiniens. Une autre femme qui habitait dans... je parlais dans le passé parce que toutes les deux sont décédées, malheureusement. L'autre femme, elle habitait dans un village qui s'appelle Kopar, à côté de Ramallah. Elle avait 12 fils qui étaient condamnés à prison pour 100 ans. Les deux. Et elle, toutes les semaines, elle allait visiter l'un et après c'est l'autre. Et puis elle faisait pareil. Elle rendait visite, elle a parlé à d'autres prisonniers qui n'ont pas le droit de voir leur famille. Moi j'ai parlé de ces deux femmes parce qu'elles étaient vraiment marquantes, et très, très combatives, combattantes et qui étaient très connues, respectées par tout le monde. Les femmes palestiniennes aussi, ils ont joué un rôle aussi pour... oui, ça c'est une autre anecdote. À l'époque, les prisonniers n'avaient pas le droit de s'habiller comme ils veulent. Ils avaient le droit d'avoir des bulles en laine pour l'hiver, seulement en bleu marine. Et l'été, c'est pareil. C'est des t-shirts bleu marine. On ne sait pas pourquoi. Donc, les associations des femmes ont décidé de faire une collecte. Donc, toutes les femmes presque dans les villes, les villages, tout ça, ils ont tous, fabriqué des bulles. Ils achetaient, chacune ne demandait pas de l'argent. On leur dit, voilà, on a besoin de, je sais pas, une centaine de bulles avec des tailles différentes. Donc, ils allaient toutes seules acheter sans demander de l'argent, ils faisaient ça. Et après, nous, on est allés les chercher et puis les rendre à la Croix-Rouge pour les transporter. Donc ça, c'était un travail important, même si c'est un travail traditionnel un peu pour les femmes, mais ça a été fait avec amour et avec respect. Les femmes palestiniennes aussi, ils organisaient des manifestations, mais ils étaient aussi dans les têtes des manifestations. Il y a certaines qui étaient prisonnières et ils remplaçaient des cadres, des hommes cadres qui étaient emprisonnés, et c'est elles qui remplaçaient, qui prenaient le pouvoir, elles étaient quand même... C'est elle qui décidait, je parle de toutes les organisations politiques, de Fatah jusqu'à communiste. C'était la même position, la même situation pour tout le monde. Donc ils faisaient ça, on faisait le travail politique, le travail du terrain, le travail aussi à la maison, parce qu'ils géraient des femmes, elles géraient des foyers. Et il y a quand même pas mal qui étaient courageuses, qui ont défié les restrictions familiales de ne pas sortir, de ne pas s'engager. Et moi, je me rappelle des fois où on allait accompagner ces femmes, surtout des jeunes femmes, pour aller parler avec leurs parents, pour leur expliquer que c'est important, ne vous inquiétez pas, on est tous là, voilà. Mais c'était quand même, il y avait des femmes très très courageuses, parce que quand même on est dans une société patriarcale, traditionnelle, qu'on ne laisse pas beaucoup de liberté
de liberté politique, je veux dire, pour que les femmes s'engagent politiquement et socialement. Donc voilà ce que je veux dire. Voilà, donc c'est une période, c'était très intéressant, et puis jusqu'à maintenant, hein, peut-être notre génération, mais aussi même la génération actuelle, ils s'identifient à cette organisation, et dont certains, ils veulent en fait redoubler cette expérience, le copier, mais avec d'autres façons, d'autres moyens qui sont différents aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a les médias sociaux, il y a les téléphones portables, avec toute possibilité de communiquer, parce que nous, à l'époque, il n'y avait rien, c'était appeler à une manif, il fallait faire maison par maison pour appeler les gens à venir en manif, ou pour tracter, ou pour... voilà, donc voilà, je vais vous parler de ça. Et puis donc, Mahmoud tout à l'heure a parlé de la jeunesse aussi, que les résistantes qui sont aujourd'hui sur le front, et malheureusement qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été tués dans cette mobilisation. On a parlé beaucoup que cette jeunesse qui a perdu toute appartenance politique, parce que c'est la jeunesse comme partout dans le monde, qui sont accrochés à leur téléphone portable, qui sont accrochés à la mode, je ne sais pas, faire la fête, bon, c'est normal aussi, c'est la jeunesse. Mais en même temps, parce qu'il y a quand même des reprochements de la part de certains vieux, je veux dire, que cette jeunesse-là, elle a complètement renoncé à la résistance. Et qu'Israël, c'est plus facile pour elle aujourd'hui d'appliquer sa politique sans qu'il y ait une résistance. Et bien la réponse, c'était... comme le disait Mahmoud, la réponse était tout de suite, c'était cette jeunesse-là qui est habillée à la mode, les filles qui sont maquillées, elles sont à la manif, elles sont maquillées, ils sont habillés en jean, à la mode, et des fois ils habillés, tu vois, bien fait leur coiffure et tout, mais ils arrivaient à monter le kéfier. Et mettre le kéfier quand même pour se cacher aussi, parce que c'est important. Et c'est ces jeunes femmes et ces jeunes garçons qu'on leur reprochait de renoncer à la résistance. C'est eux qui résistent aujourd'hui, qui se mobilisent. Et pour être claire et honnête avec vous et transparente, il y a aujourd'hui une sorte de... je ne vais pas dire division, mais il y a un décalage entre cette jeunesse et les organisations politiques. Et ça, c'est partout, je crois. Mais dans notre cas, c'est plus compliqué, hein, parce qu'on a besoin de ces organisations qui ont de l'expérience, qui ont la maturité politique, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à se communiquer bien avec la jeunesse. Et la jeunesse voit ça, ce sont des vieux qui ont dépassé leur temps. Et maintenant, c'est à eux de se dégager la place, et ils nous laissent la place. Donc il y a un clivage, un décalage. Les jeunes manifestent un jour, manifestent tous les jours. Quand les jeunes appellent à une mobilisation, là on voit tout le monde. Malheureusement, quand les organisations politiques, l'ensemble, tout ça, appellent à une mobilisation, il y a moins de monde. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne veulent pas s'organiser, elles veulent s'organiser, mais à une façon différente,
Et je crois qu'ils ont raison. Et je crois, j'ai de l'espoir quand même, que c'est vrai qu'un mois c'est un peu court, de juger la suite de cette révolte. Mais j'ai quand même l'espoir que cette jeunesse-là, peut-être, va créer une nouvelle dynamique pour s'organiser entre eux et continuer cette mobilisation. Ce que je veux dire aussi de cette mobilisation aujourd'hui, ça touche tous les Palestiniens de partout. C'est-à-dire en Cisjordanie, à Gaza, et quand je parle de Cisjordanie, aussi Jérusalem. Et les Palestiniens en Israël, ce qu'on appelle les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens de 48, qui se sont révoltés, se sont mobilisés tout de suite à partir du premier jour, en solidarité avec leurs frères et sœurs, mais en même temps aussi sont mobilisés contre la politique israélienne envers eux. Parce que eux, ils sont considérés comme des citoyens, mais ils ne sont pas des citoyens à part entière. Ils sont des citoyens, je ne veux pas dire de 12e, ils sont maintenant peut-être au 5e, 6e zone. Avant, ils étaient 10e zone, mais aujourd'hui, il y a les Africains devant nous, il y a les Russes, il y a... donc, ces Palestiniens, ils n'ont pas renoncé à leur appartenance au peuple palestinien. Cette révolte-là, c'est quand même c'est un élément neveu que cette révolte, ça touche tous les Palestiniens. Et aujourd'hui, si on parle de stratégie, on parle des revendications, qu'est-ce qu'on revendique? Est-ce qu'on revendique toujours la solution de 2 États? Ou est-ce que c'est le moment venu pour revendiquer un seul État pour tous les citoyens? Pour l'instant, il y a un débat chez les Palestiniens, mais il y a plus de voix qui commencent à réclamer que les Palestiniens doivent revendiquer aujourd'hui et lutter pour un seul État ou un seul État pour tous les citoyens égaux. On va pas vivre dans un truc de ghetto. C'est pas ça la revendication. Non, un État comme tous les autres États. Il y a les Juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées. On vit comme un citoyen. On parle de la citoyenneté. On ne parle pas de communautarisme. On ne parle pas de droits donnés à la communauté musulmane, aux communautés chrétiennes, aux communautés druzes, aux communautés juives. Non, on parle des citoyens. Ça devient majoritaire, excusez-moi, cette position-là chez les Palestiniens, majoritaire, je crois que oui. Je crois que oui. Plus chez la jeunesse, dont vous parliez. La jeunesse, et même, oui, la jeunesse, et même, voilà, notre génération, et les générations les plus âgées aussi, les gens qui ont quitté leur vie, c'est les réfugiés. De toute façon, pour les réfugiés, ils ont toujours réclamé de rentrer chez eux et d'avoir un seul État, tu vois, c'était ça. Mais aujourd'hui, la direction palestinienne n'est pas encore dans cette perspective, parce qu'ils s'accrochent malheureusement, je dis malheureusement, je ne sais pas, mais bon moment malheureusement, ils s'accrochent encore à la question, je suis assez critique, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Et ils s'accrochent à l'espoir que les États-Unis ou la communauté internationale occidentale fait une pression sur Israël pour appliquer la solution de 2 États. Mais tout ça, c'est dépassé, parce qu'on voit bien que les États-Unis, même les Européens,
Et ils sont du côté d'Israël. On arrive à envoyer en France, là, dès qu'on parle dès qu'on critique Israël, tout de suite antisémite. On parle de BDS, les militants ont été poursuivis. Clarifier un point qu'en Palestine, on se bat contre l'occupation, contre la colonisation, mais en même temps, on a une société. Il y a du travail, il y a des travailleurs, il y a comme toutes les autres sociétés, il y a des syndicats aussi. Et malheureusement, la direction palestinienne, on va dire le gouvernement palestinien, depuis la création, depuis l'installation de l'autorité palestinienne, les accords d'Oslo et les accords de Paris, ce qu'on appelle, c'est les accords c'est l'annexe, tout ce qui concerne les relations économiques entre l'autorité et Israël. Et que malheureusement, cet accord est complètement en faveur de l'occupation. C'est-à-dire que les Palestiniens n'ont pas le droit d'exporter, par exemple, des documents. Il faut passer par Israël. Et aujourd'hui, Israël utilise les produits de colons comme des produits en sortant et fabriqués par les Palestiniens. C'est-à-dire, les fabriqués dans les colonies et les passent, par exemple, à Jéricho, où il y a une usine, et qu'ils mettent, parce que il y a quand même une décision européenne de ne pas exporter les produits des colonies, qui n'est pas appliquée encore. Donc, pour détourner ça, elles mettent des fois Made in Palestine. Et ce sont des produits. Non, mais c'est facile à faire, c'est facile à le connaître. Voilà. C'est surtout les dates. Voilà. Ou les fleurs qui viennent de Gaza. Ce sont des fleurs de Gaza, mais ils sont exportés comme c'est des fleurs israéliens. Donc, il y a des travailleurs, et voilà. Donc, ces accords-là, qui sont en faveur d'Israël, et qui ne laissent aucune possibilité pour les Palestiniens pour développer une économie indépendante. Et tous les gouvernements israéliens, parce qu'ils ont, palestiniens, je parle à partir de 20 ans, ils ont commencé à appliquer des politiques libérales. Et le rôle des syndicats aujourd'hui, c'est très important de défendre les salariés. Donc, quand il a parlé des chiffres que nous a donné, qu'il y a 400 000 chômeurs, c'est quand même beaucoup par rapport à une population. Alors, il y a 5 millions, c'est Jordanie, Gaza. Donc, c'est relativement grand, un bon chiffre. Quand on a parlé de 30% des salariés qui sont, 80% de chômeurs, ils ne sont pas indemnisés. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Donc les syndicats, depuis, je ne parle pas de tous les syndicats, parce que les syndicats, il y en a trois organisations syndicales. Donc il y en a un syndicat, c'est le syndicat, l'Union des travailleurs de Palestine. C'est un syndicat qui a été créé à l'extérieur, quand la direction de l'OLP était à l'extérieur de la Palestine. Donc pour encadrer les travailleurs palestiniens dans l'exil, on a créé cette organisation, ces syndicats, pour défendre leurs droits. Mais ça restait quand même une organisation plutôt politique, qui ne travaillait pas beaucoup sur les questions syndicales. À l'intérieur, donc en Cisjordanie à Gaza, il y a ce qu'on appelle le BGFTU, donc l'Union générale
général des syndicats palestiniens, qui a un regroupement en fait, normalement, théoriquement, ce sont des représentants de plusieurs syndicats, des secteurs différents, mais les syndicalistes ou le comité de direction, ce sont des gens désignés par les organisations politiques. Et parfois, ce ne sont pas des vrais syndicalistes, c'est seulement des gens, des salariés qui touchent leur salaire des syndicats en tant que représentants de, je sais pas, je parle de 4 organisations politiques. Hein. Donc le Fatah, le FPLP, le FDLP et l'ancien parti communiste. Ils sont tous présentés dans cette union générale, qui est majoritairement contrôlée par le Fatah, donc affiliée à l'autorité palestinienne. Donc il y a vraiment un conflit d'intérêts. Qu'eux, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout pour défendre les salariés, parce que pour défendre vraiment les salariés, il faut être contre la politique économique et sociale du gouvernement. Et ça, ils ne le font pas, parce que la majorité sont des gens désignés par ces organisations politiques. Et c'est pour ça, un groupe dirigé par Mahmoud et d'autres camarades, qui ont constitué des syndicats, et c'était des syndicats, on s'appelait des syndicats indépendants. Des syndicats indépendants de toute organisation politique et de l'autorité palestinienne. Et ça a été créé en 2009, et aujourd'hui ils sont reconnus quand même comme un syndicat, donc ils sont dans les négociations avec les 2 autres organisations syndicales. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, pour moi en tout cas, ou pour les gens comme, qui pensent comme moi, qu'aujourd'hui la lutte sociale va dans le même temps que la lutte politique. On ne peut pas séparer. C'est aussi par rapport à la question de lutte des femmes. C'est pareil. On ne peut pas séparer les droits sociaux, les droits économiques aux droits politiques. Parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement palestinien qui applique une politique libérale, comme partout dans le pays du Sud. Aujourd'hui, on a ces résultats-là, les 400 000 chômeurs, les jeunes qui sont diplômés, qui sortent de l'université, qui ne trouvent pas un travail et qui veulent, une majorité qui veulent quitter le pays pour partir trouver une chance ailleurs, en Europe. Aujourd'hui, voilà, je parle de tout, hein, je ne parle pas seulement du Gaza, mais aussi de ces journaliers. Donc vous voyez, la révolte aujourd'hui, c'est aussi contre ça, contre cette politique-là. Et c'est ça l'avantage de cette jeunesse, la révolte de cette jeunesse qui n'est pas du tout affiliée au salaire de l'autorité, ni la bureaucratie des organisations politiques, qui sont affiliées aussi à l'autorité, qui touchent leur salaire de l'autorité. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, si on ne fait pas cette lutte qui va tous dans le même sens et ensemble, on n'arrivera pas vraiment à avoir un État basé sur les bases de droit, et un État de droit et un État où il y a la justice sociale. Voilà, donc je m'arrête.